appris à écrire, c'est que j'ai souvent lu dans les feuilles de chêne et les plumes de pin. Si je sais parler en Les grands apprennent aux petits. Je vous ai déjà dit que ce n'était pas tout à fait cela. Certes, nous apprenons constamment des autres. Soit nous les sollicitons carrément, apprends-moi à tailler, soit nous apprenons d'eux simplement parce que nous vivons avec eux. À condition cependant que ce soit dans l'action, parmi eux et avec eux. Nous n'apprenons pas des autres par le catalogue de ce qu'ils savent, mais par ce qu'ils font. C'est par ce que l'on fait que l'on se fait reconnaître des autres. C'est par cette reconnaissance que l'on peut être sollicité et que l'on peut solliciter. Et finalement, faire aussi ensemble. Qui suis-je? Qui es-tu? En quoi puis-je être utile? En quoi les autres peuvent m'être utiles? En quoi je peux exister avec et par les autres, et même pour les autres? C'est en partie pour pallier à cette méconnaissance qui empêche toute dynamique et toute efficience des groupes que Michel Authier a créé les arbres de connaissances, qui cartographient et rendent visibles les potentialités des individus et de l'ensemble des individus d'une communauté. Une cartographie pour tenter de réhumaniser les collectifs en redonnant une valeur à chacun, en permettant à chacun de se redonner une valeur. Dans une école du troisième type multi-âge, fondée sur la réalisation des projets personnels et collectifs, issus des besoins, des envies, du plaisir de chacun, fondée sur l'action, l'interrelation, cette reconnaissance mutuelle n'a pas besoin d'être recréée artificiellement. Elle est d'autant plus forte que la différence d'âge rend plus facilement perceptibles les uns et les autres, valorise de facto toute compétence. Arnaud, un grand, était plutôt malhabile dans le langage mathématique par rapport à ses petits copains du même âge. Mais le jour où il a été sollicité par Samuel, un petit, pour résoudre une histoire de numération à sa portée, non seulement tout le monde le vit jubilé, mais je constatais qu'il poursuivait à son propre compte l'exploration de ce qui était encore incertain pour lui. Qui avait appris à l'autre? Qui avait libéré l'autre? Des anecdotes de ce genre, il y en avait quotidiennement dans tous les domaines, sans que l'on puisse forcément les observer toutes. Personne ne sait tout, tout le monde sait quelque chose, disait Michel Authier, auquel on pourrait ajouter « Personne n'est nul en quoi que ce soit, il suffit qu'un autre vous fasse découvrir ce n'importe quoi en faisant appel à vous. » Ce peu que j'ai fait mes classes sur un églantier, que j'oublie ou que je ne sache pas très bien compter, mais je sais tendre d'oreilles et je sais rêver, comme rêvent les corneilles et les peupliers. Dans l'apprentissage mutuel, il y a ce que j'appelle le croisement de l'expérience cognitive. Je me suis très souvent retrouvé en situation d'échec en n'arrivant pas à faire franchir un cap à un enfant qui me sollicitait. J'épuisais en désespoir de cause toute ma batterie d'hypothèses pédagogiques. Et puis, quelque temps plus tard, j'entendais l'enfant m'annoncer triomphalement « Ça y est, j'ai compris, Olivier me l'a expliqué ». Olivier ou un autre n'était pas plus pédagogue que moi. Mais ce que chacun pouvait offrir à d'autres, c'était sa propre expérience de tel ou tel apprentissage qui pouvait alors mieux correspondre aux processus dans lesquels les uns ou les autres pouvaient s'engager. On le sait, les processus cognitifs sont aussi nombreux qu'il y a d'individus. Nous ne transmettons pas des savoirs, nous essayons de faire rentrer dans des processus d'acquisition des savoirs. Dans une école multi-âge vivant de l'interrelation et où l'acquisition de savoir est nécessaire pour faire dans l'immédiat, il y a autant de propositions qu'il y a d'enfants. Et il y a presque toujours quelqu'un
qui a l'expérience de l'apprentissage qu'un autre voudrait acquérir. Mais de mes années d'école, je n'ai rien gardé. Ce n'était que des paroles pour gâcher l'été. J'ai appris à ma manière que la liberté, c'est de cracher dans la rivière ou dans les sentiers. On imagine aussi souvent l'apport des enfants dans un sens descendant. Les grands apprennent aux petits. Or, les apports sont réciproques et pas seulement dans l'équilibre affectif comme nous l'avons vu précédemment. Les petits sont naturellement créatifs en tout. Naturellement, puisque c'est comme cela qu'ils construisent leur premier langage. Ils osent parce qu'ils sont encore peu soumis au jugement de la conformité et ils osent avec jubilation. Ils sont aussi naturellement questionneurs. S'ils peuvent parfois être dérangeants dans leur mobilité, dans leur imprévisibilité et dans leur spontanéité, ils sont aussi de véritables provocateurs intellectuels. Ces capacités de création tendent à s'amenuiser au fur et à mesure que l'on grandit. La conformité semble moins risquée, et il est de fait que dans la société adulte, il est prudent d'être conforme. Dans une école du troisième type, la présence des petits est un formidable provocateur de l'audace individuelle et de l'audace collective. Vous avez pu vous en rendre compte dans les quelques anecdotes narrées dans les chroniques. Les petits interpellent sans cesse les plus grands, par ce qu'ils font, ce qu'ils osent, ce qu'ils montrent. Ils ouvrent des portes parfois inattendues, comme par exemple les débats philosophiques que j'ai très souvent vus lancés par une remarque, une question désarçonnante d'un petit. Ils ont un rôle libérateur. Conquérants des langages, ils incitent les plus grands à redevenir conquérants. Dans le trou de ma guitare, y a comme un agneau. Dans le fond de mes sabots, y a comme un renard. Je pourrais aussi parler de la socialisation. Celle-ci est la conquête de l'autonomie dans les interdépendances sociales nécessaires à une vie collective et à l'intégration de chacun dans cette vie. J'y reviendrai. Mais dès à présent, on peut comprendre que cette socialisation se construit bien plus naturellement et bien plus solidement quand les besoins de chaque membre de l'entité sociale sont nettement différents. Tout simplement parce qu'elle est nécessaire et que sa nécessité n'a pas besoin d'être explicitée. L'interdépendance y est très forte. Tous les visiteurs d'une classe unique de troisième type sont étonnés de constater que tout semble fonctionner harmonieusement sans qu'ils puissent percevoir quelles règles instituées permettent cette harmonie. Mais ce qui régit le fonctionnement social d'une classe multi-âge est bien plus complexe que ce qui permet à un troupeau ou à un bataillon d'évoluer. L'école du troisième type est nécessairement multi-âge. Je dirais parce que c'est tout simplement plus facile. Mais c'est une autre planète.